Okay, I write this shit for my people cause it's been a long time. An apology, not apology in the French, so it's more clear. Yeah, you won't need to hear this. Nelson Mandela is a name. Resonate with freedom and others we even say with shame. Prostitution, no values, but who's been there with him when he were in chains? So keep it for you do. Et je vous dis que ces gens prient le dieu du caca et bizarrement ces gens mangent du caca à leur insu. Au nom des sacrifices qu'ils font pour leur dieu. Et à tel point que maintenant j'ai regardé beaucoup d'abattages halal, on ne prend plus la viande par les pieds, ou sinon ils ont sorti des tonnes d'études. Déjà ils ont payé et ils ont attaqué, ces Greenpeace et PETA qui avaient sorti ces études-là à l'époque. Ils ont attaqué pour qu'on enlève les articles. Ils ont attaqué pour qu'on ne parle plus du tout de ça et ils ont payé surtout pour faire des tonnes d'études où on explique comment c'est bien la viande halal, des amis. Donc voilà, si ils veulent manger ça, c'est leur choix, moi c'est pas mon problème. En tout cas, moi j'ai été honnête, je suis quelqu'un qui a adoré manger des grecs, je suis quelqu'un qui adore les shawarma. Shawarma poulet, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé manger dans ma vie. Et depuis que je sais ça et que je dis ça, j'ai dit que je n'en mangerai plus. Et voilà, c'est comme ça. Donc je vis aussi avec ce que je dis. Donc voilà. Et donc il y a les conventions aussi sociales, hein, tout simplement pour vivre dans les nouvelles sociétés, dans les diasporas, ou pour, on l'a vu, faire du commerce mondial, comme pour le cas de l'Inde. Ça fait qu'on va accepter certaines choses. On va accepter une valeur pourrie pour le roupie. On va accepter, d'accord, eux ils vont venir mettre des églises, ils vont venir mettre des mosquées, ils vont venir faire ci, faire ça. Mais en vérité, ce qui se passe sur le terrain, c'est que regardez un peu, tapez mosquée et Inde, vous allez voir qu'en Inde, en fait, les Indiens, ils brûlent les mosquées. En Inde, les Indiens, je répète, ils brûlent les mosquées, ils brûlent les églises. En Inde, les Indiens, ils font des trucs comme ça. Mais parce que eux, en fait, ils sont indiens et ils veulent être indiens et ils veulent croire en leur Dieu. Mais on peut dire pourquoi ça les dérange que l'autre, il croit en son Dieu chez lui. Mais parce qu'en fait, pour l'Indien, dans sa tête, il s'est dit, mais lui n'est pas chez lui. Il se dit, même lui, il vient m'imposer son idéologie et que s'il était vraiment sincère dans son idéologie, il devrait aller dans un pays arabe parce que ça vient des pays arabes et que nous on sait vous avez fait quoi ici et nous on veut garder notre idéologie, on sait on vous a combattu en fait. Donc allez faire chez vous en fait. Sauf que ces Indiens là, est-ce qu'ils sont-ils les bienvenus aux Arabies Saoudites, ces Pakistanais là? Donc voilà. Et donc il y a les systèmes de caste également. Et toutes ces choses-là qui font que les gens ne savent plus s'identifier et que quand au jour d'aujourd'hui on parle d'un conflit, excusez-moi j'ai le hoquet, quand au jour d'aujourd'hui on parle d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, on ne saurait remonter simplement à 75 ans en arrière, parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Et maintenant, je vais finir par là, et avant de vraiment faire un petit conclusion, une petite conclusion. Je vais finir par là parce qu'on m'a demandé de parler de mon cas personnel de ma famille, donc ça va pas être très long. Déjà, la rencontre de mes parents qui a lieu dans un restaurant indien, parce que mon papa travaille là-bas à l'époque et il est ami avec le grand frère de ma maman, donc ils sont des Camerounais du côté de ma maman. Ils se rencontrent là-bas parce que la France, moi je me disais, permet ce genre de rencontre. Parce que autrement je ne comprenais pas, moi je me disais jamais un Indien et un Africain iraient ensemble. Mais en fait c'est faux. Sur la base de tout ce que je vous ai dit avant, on comprend maintenant en quoi c'est à cause de la France que ce type de rencontre n'a pas eu lieu plus tôt ou n'a eu lieu que dans la Caraïbe, à partir de temps récents, en vérité. À partir de là maintenant. Vous voyez? Parce que le locoderme s'est évertué en vérité à mettre un système comme ça de caste et de différence raciale entre deux types de mélanodermes qu'il a classifiés selon leur type de poil en fait, mais qu'il a asservi de la même manière. Donc moi, mon nom de famille, je vous ai dit que c'était Mick. Vous savez ce que j'ai appris récemment, les amis? J'ai appris que Mick, c'est un nom que l'État français a donné à mon grand-père, Mick Dandabani, mon grand-père, qui est venu en France à l'âge de 12 ans. Et quand il est venu en France, c'était donc, l'Inde était une colonie française, hein, je vous ai expliqué, de sa ville Pondichéry, premier comptoir français. Il est venu parce que, après les avoir plongés dans la merde, avec l'opium, avec les trucs, après avoir fait des guerres chez eux, après avoir
pillé les ressources, après avoir pris tous les minerais et le fer pour faire eux leur chemin de fer en France, en Europe, et faire leur billet et leur monnaie, et dire qu'ils sont indo-européens, mais c'est votre métal qui est indien. Après avoir fait ça, ils ont dit aux Indiens, on va vous donner une chance d'avoir une vie meilleure, on va vous donner la nationalité française. Donc, mon arrière-grand-père est né en fait, mon père pardon est né en Inde avec la nationalité française. Mon père il avait directement la nationalité française alors que lui il est né en Inde. Suite à cette colonisation-là. Dont on ne parle jamais, jamais. Je n'ai jamais entendu parler, jamais, nulle part. C'est ce que j'allais dire en fait. Vas-y ma reine. Ce que j'allais dire en fait, pour nous tous, l'histoire de l'Inde est reliée à l'Angleterre. Et ils ont réussi comme ça à s'organiser entre eux. Et personne n'en parle de la France qui a colonisé l'Inde. Et j'ai pas le souvenir que je l'ai vu à l'école, ça. J'ai pas. Ça n'existe pas à l'école. Hein. Non, non. Voilà. Donc, ah, la famille, si vous saviez, franchement. Plus on apprend, plus j'en apprends, plus je suis dépassée. Mais bon, comme dit ma bleue, c'est le panga. Donc, on va continuer comme ça. Ne t'en fais pas, ma reine, j'ai bientôt fini. Je te remercie encore une fois d'avoir fait ce sujet, de m'avoir invité sur ce live, parce que c'est un sujet très complexe et très profond. Et moi, je suis un cas particulier, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de hasard. Tu penses vraiment que moi, j'aurais eu ces capacités-là à retenir tout ce que je vous dis là? C'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, pourquoi je fais ça? Parce que je suis bizarrement indienne et camerounaise. Bizarrement, tout à l'heure, t'as vu comment je t'ai lié l'Inde et le Cameroun jusqu'à la langue tamoule de forêt du Cameroun? C'est bizarre. Mais qui aurait pensé ça, ma reine? En fait, c'est trop bizarre. Attends. Moi, je m'appelle Moana Memik Atangana. Même quand tu rentres Sakti Mik Atangana, même quand tu rentres dans mon nom, ce que ça veut dire, c'est trop bizarre, ma reine. Donc, c'est trop bizarre que j'ai ce centre d'intérêt-là et que même ma famille en elle-même ait cette histoire-là, tu vois. Et c'est pas un hasard. Je veux dire, c'est pas bizarre, c'est la nature, en fait. La nature reprend ses droits, en fait. C'est pas bizarre, ça devait être fait. Du coup, en fait, encore une fois, les gens, ils savent pas avec quelle génération ils sont tombés, là. Ils se rendent pas compte. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Ils se sont pas rendus, ils savent pas dans quelle génération ils sont tombés. Franchement, hein. Franchement. J'ai été chez ta mairie hier. Je suis partie récupérer Francotomie. Que j'avais toujours pas. On m'a tellement brillé. Pourquoi t'as pas Francotomie? Donc je suis partie chercher hier. Et je discutais avec Namer. Je lui ai dit que j'ai besoin d'un livre. Je ne sais pas si j'ai rêvé du livre ou s'il a le livre. Et mon gars, bizarrement. Je lui dis, il m'a dit, comment ça? Je sais parce que moi, mes rêves sont tellement réalistes que des fois, je discute avec quelqu'un et la personne me regarde bizarrement, me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? En fait, j'ai tellement rêvé la situation de façon tellement réaliste que je suis persuadée de l'avoir vécu dans la vraie vie. Et du coup, j'en parle comme si je l'avais vécu dans la vraie vie. Et la personne en face va me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu t'es jamais dit ça, machin, machin. Et en fait, j'ai vécu la situation, mais c'est tellement clair dans ma tête que, voilà. Donc, je lui ai dit, j'arrive sincèrement, hein, parce que j'en avais déjà aussi parlé avec Femme Bleue, je lui ai dit, j'avais dit à Femme Bleue que je vais chercher ce livre et je pense qu'ils l'ont chez ta mairie parce que je me suis vue avec le livre dans les mains. J'ai dit à ma mère, je suis désolée, je me suis vue dans la librairie en train de feuilleter le livre. J'ai le titre du livre en tête, j'ai la couverture. Et voilà, il me faut ce livre. Et il me dit, ça parle de quoi? Je lui dis, c'est le massacre, moi j'appelle ça le massacre du Persil, mais c'est le génocide des Haïtiens en 1937. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quel génocide? Après l'esclavage, je n'ai pas eu de génocide. J'ai dit, mais si, on a eu une génocide et tout, de plus de 40 000 Haïtiens. D'ailleurs, les chiffres sont fausses. On me dit entre 20 000 et 35 000 et tout. On parle même de 40 000, voire plus. À la frontière, en République dominicaine, majoritairement, c'était des salariés des camps et des champs de canne et d'autres, hein, des salariés là-bas. Et en fait, le président Fujio, je sais pas comment il s'appelle là, qui était président à l'époque, en fait, les faisait zigouiller. C'était dès qu'on a vu que tu étais un Haïtien, on te coupait la gorge et voilà, on les tuait comme ça. Et t'as ma mère qui me regarde en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, oui, oui. Il me dit, mais non, madame. Il me dit encore, il m'a dit, mais non, Yves-Laure, tu rêves.
avec sa petite voix. Mais qu'est-ce que vous me racontez comme ça? Si. Il m'a pas cru. Il m'a dit, attends. Il a tapé sur Google. La mère, elle est restée comme ça. Il m'a regardé. Il a regardé son truc. Il me dit, mais t'es pas sérieuse. Je fais, oui. Le cerveau que vous voyez là-bas, hein. Il m'a dit, mais il n'y a aucune trace de cette information. Je fais, oui, il y a quelques articles par-ci, par-là, mais oui, ça a existé. Les Haïtiens, on est très peu au courant, mais ça commence à se démocratiser. On parle du persil, parce qu'en fait, leur technique pour reconnaître l'haïtien du dominicain, c'est de lui faire prononcer à plusieurs reprises le mot persil. Et comme nous, on roule pas le R, les R, on roule pas en fait. Nous, on va dire persil ou persil. En fait, eux, ils vont dire perrille ou en tout cas, eux, ça roule en fait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir qui est l'haïtien, qui n'est pas l'haïtien. Et c'est comme ça, en fait, on te mettait de côté, boum, on te zigouillait. Et malheureusement, il n'a pas de livre là-dessus. Il y a 0 livre là-dessus. Il ne trouve pas de livre. Il a cherché partout. Il m'a dit, j'en ai pas là-dessus. Et si j'ai de la documentation, peu importe le coût, je te dirai et tout ça. Parce que lui-même, il est intrigué. Il m'a dit, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Donc, nos histoires, notre vie, nos parcours, nos passés, notre présent est tellement falsifié. Je vous promets, c'est tellement réaliste que des fois, le matin, je me réveille, je suis épuisée parce que la veille, j'ai vécu tellement de choses réalistes, claires, ok? Claires et nettes, quoi. Du coup, il m'a dit, il faut les écrire pour pas trop me brouiller parce que je confonds ma réalité et ce que j'ai pu vivre dans mes rêves. Pareil pour les déjà-vus, c'est la même chose. Comme les déjà-vus, moi, il y a des gens qui... Moi, mes déjà-vus, ça peut durer 2-3 minutes. Voire plus. J'ai des déjà-vus, des fois, je bug. Il m'est déjà arrivé de me figer et de me dire, je connais toute la suite de l'information, donc je t'écoute, mais au fur et à mesure, ça valide ce que je sais et c'est perturbant, tu vois. C'est pas un hasard. Il se passe des choses, c'est pas... Moi, je suis persuadée, c'est pas un hasard. Ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvée confinée et que j'ai commencé à apprendre mon histoire. La probabilité, il y a rien de bizarre, ma sœur. Que je me retrouve confinée et que pendant que j'étais confinée, que je me retrouve avec des gens qui m'évangélisent à distance, ok? Et qu'au lieu de rentrer dans ce truc et tout, dans lesquels je suis née dans la religion, j'ai grandi dedans, mais non, au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à commander en ligne, en fait, des livres auxquels je n'aurais même pas pensé. J'ai commencé à m'éduquer. J'avais du temps surtout, parce qu'avant, j'avais pas le temps. On nous confine, qu'est-ce que je fais? Ben, j'apprends, j'étudie, je lis. Et j'ai commencé par lire j'ai commencé par la Bible, parce que je me pose tellement de questions, j'avais jamais pris le temps de lire. Je commence à lire, à m'interroger, à essayer de comprendre le pourquoi, le pour qui, le pourquoi. Et au fur et à mesure, je tombe sur des vidéos. Je découvre les vidéos de Jean-Fils Aimé. Je découvre, Taméry et compagnie. J'ai découvert des trucs. Et j'étais même pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'étais pas sur TikTok. J'avais mon compte Nivi RPL sur TikTok. Je faisais que poster quelques trucs de temps en temps. J'avais pas TikTok à ce moment-là. Moi, je suis quelqu'un de Instagram de base. Ok? Et franchement, mon compte TikTok, je l'ai créé en novembre 2023. Le Nivlore d'Haïti. C'est récent. C'est récent que je suis sur les sources de TikTok. Vous voyez? Et en fait... rien n'est hasard, tout s'embrique, tout se connecte. Et mon voyage en Haïti en 2023, quand je suis arrivée en Haïti et j'ai dit à mes parents que je ne suis plus dans les religions abrahamiques, j'ai dit à mon père que j'ai besoin d'apprendre à faire des libations, etc., etc. À ma grande surprise, il m'a juste dit fais attention à cette porte que tu vas ouvrir parce que tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Donc n'ouvre pas les portes. Il m'a dit n'ouvre pas des portes pour l'instant. Il m'a appris les basiques, hein, tout ce qui est à base, tous les plantes dont j'avais besoin pour ma féminité. Il m'a appris ces choses-là. Il m'a appris à faire les libations. Au moins appeler mes parents et mes grands-parents. Il m'a pas emmené plus loin parce que chez nous, on n'a pas toute notre arbre généalogique. Du coup, il voulait pas ouvrir des portes avec moi. Mais au moins les basiques, les choses que je ne faisais jamais, il m'a appris à faire. Ces genres de choses. Et je me rappelle, je faisais beaucoup de cauchemars à l'époque. Et je voyais même une psy parce que je faisais beaucoup de cauchemars et j'avais souvent des crises de panique. Et en Haïti, j'en faisais pas. Et j'en avais parlé avec le Ougan. Il m'a dit, mais pourquoi veux-tu faire des mauvais rêves puisque tu es chez toi? Pareil, quand je faisais des rêves, je me faisais que des rêves où j'étais en Haïti.
où j'étais dans mon village et tout ça. Je lui disais, mais je ne rêve plus depuis que je suis là. Ça fait une semaine, je fais plus de cauchemars, je fais plus de rêves. C'est bizarre. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire des cauchemars et des rêves puisque tu es chez toi? Voilà. Pourquoi tu veux rêver de quelque chose que tu as? Tu es chez toi. Et de retour à Paris, là par contre, les rêves se sont vraiment enchaînés. Et les rêves se passent. Moi, mais je suis triste pour les personnes qui rêvent pas de là où ils viennent. Je suis vraiment triste pour vous. Je rêve dans ma langue. Je rêve pas en français. Et même quand je fais des rêves, je suis en face des locodèmes, je leur parle dans ma langue. C'est quand même une folie. Je rêve dans ma langue et en plus, tous mes rêves commencent peut-être ici, mais se terminent au pays, ou commencent au pays, se terminent ici. Mais toutes mes nuits, mes rêves se passent qu'au bled. Et c'est pas genre vite fait, hein. C'est des vrais rêves où je mène une vie. Et des fois, je m'endors. 2 jours après, c'est au réveil, je me rends compte qu'en fait, j'ai continué les rêves de la veille. J'ai fait un rêve pendant une semaine où je travaillais des terres. J'ai rêvé, je travaillais mes terres. Tous les soirs, je dormais, je reprenais là où j'étais les soirs d'avant. Et c'était même pas voulu, en fait. C'est au réveil que je suis là. Mince, j'ai encore rêvé de ça, machin, non, non. Et et l'histoire comme quoi, moi, on m'a toujours dit que les rêves, ça dure que quelques secondes dans notre nuit, etc. Moi, je suis désolée. J'ai l'impression que, déjà, je suis pas quelqu'un qui a du mal à dormir. Là, quand je finis avec vous, je vais me démaquiller, tout ça. Je me mets la tête au lit. Tu me donnes 40 secondes, je dors. Je dors très facilement. Mais à la seconde où je m'endors au réveil, moi, je rêve, en fait. Peut-être. Tu écris en commentaire alors que tu es sur les panels, active ton micro. En fait, je n'ai aucun souci à dormir. Aucun souci pour dormir. Et mes rêves sont clairs, limpides, détaillés depuis 1 an et demi à peu près. Mais sinon, avant, je faisais aussi des rêves. C'était moins détaillé, moins clair. Et je faisais beaucoup de cauchemars. Et je mourais dans mon cauchemar. Oh purée. Je faisais des crises d'angoisse avant de dormir. Carrément, ma psy, elle m'avait conseillé de faire de la sophrologie, des trucs de détente et tout. Avant, j'avais l'angoisse d'aller m'endormir parce que je mourais dans mon sommeil. Et ça, c'était la période où je commençais à sortir de la religion. J'assistais à mon enterrement. Genre, je me réveillais, j'étais en sueur. Je me suis déjà réveillée en pleurs parce que j'étais à mon enterrement. Genre, je me vois m'enterrer, genre, les gars. Je sais pas si vous voyez. Et souvent, on me dit quand tu meurs dans ton rêve, dans ton sommeil, c'est bizarre. Mais moi, les nombres de fois où soit je meurs, on me tue. J'ai eu beaucoup de meurtres par suicide. Je me suis beaucoup suicidée dans mon sommeil. Pourtant, j'aime trop la vie, bizarrement. À l'époque, je me suicidais beaucoup. En gros, je sautais des ponts ou j'étais dans des avions. Mais des fois, tu te réveilles avant que tu sautes. Ok? C'est ça. Tu te réveilles avant que tu sautes. Moi, je tombais. Je mourais. Des fois, je voyais qu'on essayait de trouver des morceaux de moi pour m'enterrer. Et quand je racontais ça à ma psy, elle me disait, mais en général, les gens se réveillent avant que ça se termine. Moi, non. Moi, non. Genre, je mourais, je suffoquais, je pleurais comme pas possible. Le son ne sortait pas. Et malgré tout, et quand je me réveillais, j'étais essoufflée, migraine, épuisée. Parce que j'étais à mon enterrement, j'ai pleuré tout les... Je me réveillais physiquement devant le miroir, les yeux gonflés comme ça. Parce que j'ai pleuré vraiment. Genre, je vivais la situation de vraiment. Vous voyez? Donc, la zénitude psychologique, spirituelle, émotionnelle, c'est vraiment important. Donc, pour revenir sur ton point, le fait que tu aies cette connexion-là, c'est pas bizarre, c'est pas un hasard, je sais que tu le sais déjà. Mais comme tu employais les mots bizarres à chaque fois, c'est pas bizarre du tout. Comme dirait que son cas soit vivifié. La Nganga qui m'avait accompagnée pour mes premières règles en Haïti, elle me disait en fait, c'est bon, tu es vivante. J'arrêtais pas de me plaindre que j'avais mes règles, elle m'a dit, mais tu es vivante. C'est la preuve que tu es vivante. Donc arrête de te plaindre. Tu vois, ce n'est pas il n'y a pas de truc bizarre. C'est juste la preuve que tu es vivante et que tu es tout à fait connectée là où tu dois te connecter en fait. C'est ce qu'elle me disait. Ça vient pas de moi, ça vient de ma mambo. Ça, c'est un autre sujet que je pourrais faire sur l'hygiène féminine quand on est villageoise. Sur ma mambo quand elle m'avait préparée à mes premières règles. Mes parents sont ma mère est évangéliste. Elle a confié
Elle a confié mon intimité à une mambo. Ah là là, les Haïtiens, je vous aime. Tu veux activer son micro, il n'y a pas de problème, hein, mais je vous aime, les Haïtiens. Ma mère, c'est une évangéliste, une jésulâtre pro max, et elle a confié mon intimité, mes premières règles à une mambo. Elle a confié à l'âge adulte mon hygiène de femme, entre guillemets, hein, tout ce qui est mes tisanes pour les ovulations, préparer mon organisme à une prochaine grossesse potentielle, hein, parce que ça se prépare le corps. Et elle a confié ça à un Oungan. Toutes mes bouteilles sont là. J'ai plein de bouteilles qu'on m'a fait là, des trucs que je dois boire pour éviter d'avoir des fibromes, pour m'éliminer tout ce qui est kiss, etc. potentiel. Et tout ça, ça m'a été préparé par un Oungan. Et ma mère, c'est une évangéliste. Ah, purée. Rien n'est hasard, rien n'est bizarre, ma sœur. Voilà notre culture, comment elle est. Merci beaucoup, Marraine. Bah moi, franchement, je te remercie vraiment pour ton partage parce que ça m'a beaucoup touchée. Et quand je t'entends, j'ai envie de te dire, bah crois toujours ton instinct. De toute façon, je pense que tu le sais, que tu as remarqué que dans ta vie, à chaque fois que tu n'as pas cru ton instinct, tu as regretté. Et qu'il y a toujours une voix dans notre tête. C'est comme une voix, hein, même si je sais pas, c'est pas forcément des mots. C'est comme recevoir un message instantané qui nous dit, dis ça, ne fais pas ça, va là-bas, ne va pas là-bas. C'est un instinct comme ça. Moi, je pense, et ça c'est ma conviction personnelle, que cet instinct est la manifestation de notre héritage génétique. Donc maintenant, on ne peut pas concevoir que des gens nous auraient légué suffisamment pour que jusqu'à on puisse s'incarner dans des corps de chair et que on n'en bénéficie pas sur le plan mental. On a parlé de l'héritage épistémologique, ce qui est transmis, mais moi je pense que l'instinct, il faut aussi s'y intéresser comme quelque chose qui maintenant, bah, on le sait déjà que c'est transmis l'instinct, ça c'est validé, mais euh, s'y intéresser comme quelque chose que de se dire que mais attends, moi mon instinct c'est pas le même instinct que celui du locoderme déjà, parce que on ne doit pas toujours se comparer au locoderme, mais vu que c'est le jeu auquel ils ont dit qu'on devait jouer, bah autant y jouer aussi de temps en temps. Ça fait pas de mal. Donc déjà de se dire que cet instinct c'est pas le même que le sien. Nous notre instinct est beaucoup plus riche et de se dire maintenant mais attends, peut-être c'est bizarre parce que moi je vis dans le futur. Donc comment c'est possible que l'instinct de mon ancêtre qui n'a pas connu ces choses-là, il ne connaissait pas le Wi-Fi, me prévienne que là il y a une escroquerie téléphonique. Mais c'est très simple. C'est parce que s'il y a quelque chose qui ne change pas, ce sont les vibrations, les intentions. Et la vérité, c'est que mon ancêtre, il m'a transmis, lui, dans son expérience, quand il a été confronté à ces vibrations-là, ce qui s'est passé en fait. Il m'a transmis également la capacité de réfléchir et de ressentir quelque chose et de me dire que non. Là, la façon dont les choses s'ordonnent, l'air que je sens, en fait, avoir le flair, c'est ce qu'on appelle en fait de flair. Avoir le flair, de se dire que la façon dont les choses s'ordonnancent, ce n'est pas bon et là il y a quelque chose qui va mal tourner. Et notre maître Omotunde disait que c'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Oh non, je crois que Omotunde ou le Cheikh disait ça, bon, de toute façon, les deux. Il disait ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Donc moi, quand je te vois, ma reine Nivlore, je vois vraiment quelqu'un qui a le potentiel d'être une grande businesswoman. C'est vraiment ce que je vois chez toi. Et c'est pour ça, je pense que tu as aimé les Diamond Money. Et tu vois, moi, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui a vraiment tout pour être une grande businesswoman. Donc non seulement je crois en toi, je te soutiens. Et voilà. Et du coup, bah, pour finir sur ce que je te disais sur le nom Mick, en fait, en gros, mon grand-père à 12 ans, il vient faire les chemins de fer en France. Il reçoit la nationalité française et il reçoit même la médaille d'or du travail, de mérite. Parce que c'est comme ça que le locoderme en fait achète la loyauté des gens et lui il s'estime sauvé et il dit même ça à mon père qu'ils sont des gens sauvés parce qu'ils sont nés français et que la situation est beaucoup plus difficile pour les Indiens alors qu'ils sont en Inde et que là au moins eux ils peuvent aller en France et vivre en France etc etc.
Ou bien sûr, on est en francs et pas en roupies. Donc voilà. Ça fait toute une différence. On se rend peut-être pas compte à quel point ça fait quand même toute une différence. Même si le mode de vie en Inde, du coup, va être adapté à ceux qui ont des roupies, gagner le roupie en Inde va être aussi difficile que gagner l'euro en Europe. Donc c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent. Donc voilà, ça c'est pour mon grand-père. Mon grand-père qui, jusqu'à ma naissance, a beaucoup insulté ma mère, jusqu'à la traiter de singe, dire qu'elle mentait, qu'elle n'était pas vraiment enceinte de mon père. Euh, il a rejeté complètement et le jour de ma naissance, il a vu que je ressemblais énormément à ma grand-mère en fait, quand était née et il m'a reconnue tout de suite, il s'est excusé et après ils sont devenus des inséparables, mais ma mère elle n'a jamais oublié ce que mon grand-père lui avait fait et même si elle l'a beaucoup aimé par la suite, elle n'a jamais oublié. Ma mère, moi, ce que j'aimais avec elle, c'est qu'elle pardonne, mais elle n'oublie pas, elle n'oublie pas. Et du coup, ma grand-mère, pareillement, qui elle en fait faisait partie, comme un peu ce que je vous expliquais, de ces gens très foncés qui autrefois étaient descendants de ceux qui étaient les plus haut placés au royaume de Kama, mais qui en arrivant en Inde vont arriver dans les plus basses castes. Même si nous, du coup, notre caste, on va dire, c'est dravidien, c'est encore un statut particulier, c'est les noirs d'Inde. Donc en fait, en vérité, ceux qui arrivent de Kama, tout simplement. Et pour le cas de mon père, normalement, il devait faire un mariage imposé avec une de ses cousines. Mon père, qui a donc grandi dans l'idéologie française et non pas dans l'idéologie indienne contrefaite par le colonisme du blanc, la colonisation du blanc, eh bien, il a refusé parce qu'il voulait pas épouser sa cousine. Donc, il est parti carrément avec une Camerounaise, ce qui a fait que mon père a été un modèle pour ses frères et ses sœurs, et que ma tante, que j'adore, ça lui a permis d'épouser quelqu'un d'autre, d'avoir mes cousins que j'adore. Euh, Mon père, ça lui a permis d'avoir moi, et ses deux petits frères, ça leur a permis de ne même pas se poser la question. Et mes grands-parents, ça leur a permis de sortir de ce mode de pensée-là, en sachant que eux-mêmes n'étaient pas cousins, mes grands-parents. Donc ça, c'est une chance aussi que j'ai. Donc moi, je suis très fière de ma famille, je suis très fière de mon père, du combat qu'il a mené, de la personne qu'il est aujourd'hui. Même si lui n'a jamais voulu m'apprendre à parler indienne. Et donc moi, c'est ce que je disais au tout début du live, donc je vais pas revenir beaucoup sur ça, mais en tout cas pour le cas des métis, on est souvent confronté donc au sentiment de non-appartenance. Parce que autant on nous dit quand c'est pour montrer les bons côtés, oui, vous êtes de partout, mais en vérité, le réel ressenti, c'est aussi un ressenti de non-appartenance parce que moi, on me dit souvent, je suis une fausse indienne, ou on me dit chez les Camerounais que oui, je suis une blanche de toute façon parce que ma peau est claire, que j'aurais été indienne ou non, hein, ma peau est claire, donc on me dit ça et on le dit aussi à ma mère qui est camerounaise, donc c'est pour vous dire, voilà, ça c'est les mentalités. Et pour, voilà, sinon on me dit l'indienne, etc. Donc voilà. Donc ça c'était pour moi. Et donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, ça nous permet de répondre en quelques secondes à la thématique d'aujourd'hui sur le conflit indo-pakistanais. Parce que là, je peux maintenant faire cette simplification extrêmement simple causée par les Blancs. Et si j'avais dit ça au début, vous m'auriez dit, je suis raciste, je raconte n'importe quoi. Mais là, j'ai donné assez de sources, assez d'éléments pour pouvoir maintenant faire ce raccourci, faire cette conclusion. Et j'ai fait exprès de vous parler comme ça et que vous compreniez ces points importants en vous parlant de choses de nous, notre culture kamite surtout aussi, et en la liant toujours avec l'Inde et le cas de l'Inde et du Pakistan, parce que nous au final, c'est ce qu'il faut savoir, l'histoire des autres n'est pas plus importante que notre histoire. Et donc là quand je vous dis ça, je me revendique complètement du côté de ma mère, même si je ne pourrais jamais me couper en deux, je ne pourrais jamais enlever la partie indienne de moi et je ne veux jamais l'enlever cette partie indienne de moi. Mais en tant que Kamite de Kama, je dois le dire, l'histoire des autres n'est pas plus importante que notre histoire premièrement. L'histoire des autres est souvent liée à notre histoire, similaire à notre histoire. De toute façon, parce qu'on est je répète, berceau de l'humanité et berceau de la civilisation, c'est deux berceaux différents au même endroit, de deux choses différentes, de deux phénomènes distincts, très distincts. Voilà. Et donc,
l'important, c'est pas de vous bassiner de plein d'informations sur oui, les Indiens en 45 et je sais pas quoi, parce que c'est pas l'école du blanc. Moi, j'ai voulu vous faire comprendre des choses profondes. J'ai vraiment voulu vous faire ressentir quelque chose, vous donner des informations que j'ai selon moi, ma vie, moi, les études que j'ai faites, moi, Moinamé, ce que je connais sur cette situation-là, ma compréhension de cette situation-là. Je vous parle en tant que métisse de la communauté et l'important c'est surtout que ça en fait ce soit compris de ce que là j'ai expliqué ce soit compris et que quand vous voyez l'Indien et le Pakistanais, vous voyez le jeu de dissidence du leucoderme qui est également appliqué chez nous en fait. Donc pour répondre aux questions, nous sommes revenus quand même sur l'histoire de l'Inde et du Pakistan depuis la formation même de l'Inde en fait, avant même qu'elle se dissocie à devenir Pakistan, suite à des conflits en réalité qui sont donc je vous l'ai expliqué des conflits religieux, des conflits d'idéologie tout simplement de gens qui vont être convertis à l'islam, qui vont faire des enfants métis, qui d'autre part vont être asservis par l'opium qui dès lors qu'ils vont être mis dans l'idéologie violente de l'islam vont commencer à pratiquer des djihad et des guerres comme ça. Donc voilà, et qui vont se déclarer une identité indépendante, alors qu'auparavant c'était un seul et même peuple. Là, il y a maintenant une part métisse, encore une fois, comme avec le cas des Arabes et des Kamites, une part métisse musulmane, encore une fois, comme avec les Arabes et les Kamites, qui vont se revendiquer autonomes, tout simplement. La source du conflit actuel, on prétend que c'est un conflit qui date d'il y a 75 ans et que c'est surtout parce qu'ils se disputent la souveraineté de la région du Cachemire. Mais moi, je vous ai expliqué donc par l'analyse de ma maman via les BRICS et les États-Unis, mais également via tout le contrôle d'asservissement mental depuis que les Hyksos, que les leucodermes, que les Aryens, les Indo-Aryens, là, les Aryens européens sont sont ici, sont là en fait, existent, voilà. Interviennent, on va dire, dans l'histoire de cet endroit-là. La menace nucléaire et les mécanismes de dissuasion, ça je vous en ai parlé, l'Inde n'a jamais été prise au sérieux avant d'avoir cette histoire de bombe nucléaire. Donc à un moment donné, je suis désolée, je dois utiliser ce mot parce que c'est comme ça qu'on dit, à un moment donné en fait il faut poser ses couilles sur la table. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si on n'a pas vraiment envie de faire des guerres, et il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on a des jouets, qu'on est des cow-boys, qu'on sait tirer quoi. Il faut montrer que voilà on est là parce que sinon les gens ils vont pas nous respecter. En fait, c'est tout. Parce que quand on ne fait rien, quand on est gentil, on a vu nos ancêtres avec maths, quand on applique mal maths, quand on ne comprend pas que maths est en vérité un principe guerrier, de non-agression, mais de autodéfense, et que l'autodéfense est létale, l'autodéfense peut être létale. Si l'agression était létale, l'autodéfense peut être létale. Eh bien, on va rester là comme ça, on va devenir des Osiris. Osiris, je rappelle, c'est l'état du cadavre, c'est l'état cadavérique. Donc ça veut dire que on est mort en fait. Voilà. Donc nous devons redevenir les Horus. L'Horus, je répète, c'est l'alliance de l'Osiris, cet état d'observation, de légitimité, d'être parce qu'il est. Pas parce qu'on lui a dit, pas parce qu'il doit, parce qu'il est simplement, parce que c'est la volonté de l'univers. Cet état d'Osiris, de stagnation, de calme, de sérénité, la ligne et l'ondulation, l'état d'Horus, c'est-à-dire l'activation, quand maintenant on entre en action, on entre en réflexion, en parole et en action, voilà, et quel est cet Horus? Il est donc la somme et l'équilibre de Horus et de Seth. Donc le principe guerrier, il est parfaitement légitime. Quand tout à l'heure je vous disais, ce n'est pas parce que lui ne sait pas qu'il est mon ennemi qu'il n'est pas mon ennemi. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est à moi de savoir qui est mon ennemi et c'est à moi de réagir de la façon adaptée. C'est-à-dire que, bien sûr, je ne peux pas être dans la suragression face à des gens qui sont dans l'ignorance. Vous voyez? Ça, c'est un fait. Mais en étant au courant de ce que je sais, je ne peux pas fermer les yeux sur les réalités. Je me dois, en tant que possesseur de la mélanine, en tant que ressortissante de ce peuple, de cette histoire, de ces deux peuples, de ces deux histoires, qui au final n'en formaient qu'une, je me dois d'agir en conséquence, en vérité, à ces temps où on voit que ce sont des temps propices au partage de la connaissance, au fait qu'on rétablisse des vérités, et à l'action et à corriger surtout des injustices qui sont millénaires et qui sont maintenues par des filets
qu'aujourd'hui on sait identifier et on commence à réfléchir maintenant à des façons de sortir de ces filets et on se rend compte que les identifier c'est déjà pouvoir les éviter et même pouvoir s'en démêler. Donc voilà, c'est le travail qu'on fait. Voilà pourquoi ces lives sont très importants. Merci beaucoup à la reine Nivlore. Donc, à qui profite le crime? Je vous le dis, il ne profitera ni aux Pakistanais ni aux Indiens, il ne profitera qu'aux leucodermes qui se seront amusés et enrichis et auront encore une fois profité des déstabilisations et des morts et des dégâts causés des deux côtés pour venir sous un visage prétendument humanitaire, mais en réalité pratiquer un pillage, comme ils l'ont toujours fait. Et venir soi-disant donner leur aide alors qu'en vérité il s'agit de pillage déguisé, de dettes ensuite, de dettes fallacieuses qu'ils vont nous mettre encore une fois envers eux et de dire devant la face du monde que ils sont les gentils Power Rangers et que nous les nègres on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on a toujours besoin que Superman blanc vienne nous sauver, save the day, voilà. Et voilà, donc là j'ai répondu aux questions. Voilà pourquoi je vous ai dit que après avoir expliqué tout le charabia que j'ai raconté depuis le début de ce live, merci beaucoup ma reine de m'avoir invité, de m'avoir laissé parler de tout ça, parce que ce sont des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Voilà pourquoi on peut se permettre de répondre à ces questions de cette manière en quelques secondes. Ce que je n'aurais pas pu faire en commençant ma prise de parole sans vous expliquer tout ce que j'ai expliqué avant. Donc là, ce que j'ai surtout fait aujourd'hui, au-delà de répondre à la question, c'était une tentative de ma part, et je pense que vous l'avez tous compris, de lier en essence les Indiens mélanodermes à Kama, tout comme Cheikh Anta Diop a voulu lier en essence l'Afrique à Kama, et tout comme Cheikh Anta Diop a lié ses Indiens mélanodermes à Kama, tout comme Juliette Smeralda lie ses Indiens à Kama, voilà. Donc ça, c'était moi mon message personnel. Et pour conclure, je dirais, à l'observation du passé commun entre l'Inde et le Pakistan, qui au départ ne formait qu'un, et entre l'Inde et l'Afrique, entre l'Afrique et n'importe lequel de ces sous-pays, et les conflits, les différents conflits qui peuvent exister en son sein, on le sait, au sein même d'un même pays, au sein même d'une même ethnie, comme tout à l'heure on a brièvement abordé les Hutus et les Tutsis. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un passé commun, il y a un envahisseur commun, il y a des méthodes d'asservissement communes, d'accord? Et il y a un processus commun, un but commun, voilà, qui est poursuivi. On se rend compte que dans le présent, également de façon commune, les deux histoires qui dans le passé ne formaient qu'une histoire et en sont devenues deux distinctes qui se sont oubliées, qui ne savaient plus que l'un héritait de l'autre, que l'un découlait de l'autre, dans le présent sont maintenant réunifiés par la science, par le travail des chercheurs, des différents scientifiques, mais également on se rend compte que dans le présent ont toujours été liés parce que comme ils ont subi le même passé, eh bien des conséquences comme par exemple l'aliénation des populations, le colorisme, le tribalisme, des choses comme ça se retrouvent chez les deux populations. La même maladie mentale qu'est l'aliénation causée par la traite et par la colonisation du leucoderme sur les peuples mélanodermes. On se rend compte que le présent, une pauvre monnaie, une pauvre image devant le monde, des déstabilisations, un patrimoine culturel pillé, volé, revendiqué par les autres, alors qu'on sait que c'est faux, c'est quand même revendiqué par les autres, des médias contrôlés qui ne diffusent pas les informations véritables, et des populations soumises, des populations appauvries, alors qu'elles sont sur un sol riche, des populations empoisonnées qui n'ont même plus le contrôle de leur sol, comme la Terranguaise qui dénonce souvent Monsanto et ce qu'ils ont fait pour détruire les sols de l'Inde avec leurs graines OGM, ce qui a appauvri et mis très en colère les agriculteurs indiens et qui contribue aujourd'hui au sentiment d'hostilité générale des Asiatiques, noirs et blancs, envers les Européens, à cause de ce genre d'action constante des Européens envers les peuples étrangers, et surtout asiatiques, voilà. Et également envers un futur commun vu que on en a parlé, il y a des investissements d'aujourd'hui de l'Inde sur l'Afrique, et que ma mère, moi, elle me l'a toujours dit, le jour où l'Inde et le Cameroun marcheront ensemble, elle m'a dit, sera un truc de fou en fait. Et ça, elle me l'a dit quand j'étais petite. Genre, et moi, je me disais, mais pourquoi elle dit tout le temps ça? Mais c'est parce qu'en fait, ma mère, elle a un pouvoir. Ma mère est une visionnaire. Ma mère est une visionnaire. Et quand elle dit des choses, mais carrément ça arrive après.
C'est incroyable. Moi, ça fait 29 ans que j'y assiste. Et là, on se rend compte qu'il y a des échanges maintenant commerciaux, qu'il y a une volonté commune de sortir du contrôle du Grand Orient, parce que ces gens doivent récupérer leurs véritables appellations. Il y a une volonté de sortir du contrôle du Grand Orient, que ce soit de façon économique, que ce soit sur le contrôle politique, que ce soit sur le contrôle idéologique et culturel. Il y a une volonté de réappropriation de ces populations qui revendiquent leur identité à travers leur mélanine. Donc voilà, au-delà de répondre à la question du live d'aujourd'hui, moi c'est sur ça que je voulais qu'on regarde. Regardons ce passé commun, regardons ce présent que l'on battu ensemble tous les jours dans nos relations, dans nos échanges. Travaillons avec des personnes de confiance, au-delà de leurs origines, avec des gens dont on sait qui partagent notre vision, notre idéologie. Moi je vous parle pas de racisme depuis le début de ce live. Si depuis le début de ce live quelqu'un a compris que j'ai parlé de supériorité des blancs ou des noirs sur les autres, que j'ai parlé de racisme, que j'ai même parlé d'islamophobie, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Parce que c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle de science, je vous parle de faits, je vous parle de la renaissance kamite, je vous parle du recouvrement de Kama, suite à des litiges millénaires subis par notre population. Je vous parle d'un système colonial qui a été appliqué sur les populations noires à travers le monde et qui vise à piller leurs ressources, à nier leurs accomplissements dans l'histoire, à revendiquer ces mêmes accomplissements, d'accord, et à falsifier leur histoire dans le monde. Donc il y a ceux qui en seront complices et ceux qui ne le seront pas, indépendamment de leur couleur de peau. Voilà pourquoi j'aime toujours vous parler de mon archéologue préféré qui est Rothenberg, qui a prouvé qu'il n'y a jamais eu de tombeau de Salomon là où le dit la Bible. Et que non seulement il n'y a jamais eu de tombeau de Salomon, il n'y a aucune trace de présence d'un peuple de Salomon à ce moment-là, ni d'aucune femme, milliard de femmes de Salomon de ce moment-là, que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà. Donc quand un archéologue sérieux dit ça, et que aucun prêtre ne fait une communication publique, c'est bien parce que toutes leurs idéologies abrahamistes ne reposent que sur l'ignorance des gens. Et sur le fait que eux, tous les jours, ils prônent le mensonge en prétendant que ce serait la volonté divine. Je répète que l'univers est logique, l'univers est basé sur des lois, les choses ont un point de transmission, les choses n'arrivent pas par la magie d'Halloween. Voilà. Et donc, au-delà de ce présent, je nous demande à tous de voir aussi ce futur commun que l'on peut bâtir, parce que si demain on applique le plan du Cheikh Kovir Mire, qui est le Kemetic World Union, et que les peuples mélanodermes lésés et qui de toute façon partagent une histoire commune et même une génétique commune, on l'a vu maintenant, s'unissent contre leur oppresseur commun dans l'histoire, afin de revendiquer leurs droits et leur culture, eh bien nous ne serons plus le Sud global, les amis. Nous allons reprendre notre place économique, géopolitique, réelle, qui est celle de la majorité. Non seulement, c'est aussi celle de l'antériorité. Vous voyez? L'antériorité qui a su prouver qu'elle savait bâtir un empire. Et que si le nouveau pouvoir n'était pas intervenu, ces empires auraient perduré. Et que nous avons tenté de vous intégrer à ces empires. Mais il y a des gens qui ne souhaitent pas cohabiter. Ils veulent des frontières, offrons-les leur, donnons-leur leurs frontières. Vous voyez? Mais maintenant, ces gens doivent pratiquer leur idéologie sur les terres où sont nées ces idéologies. Pas sur les terres où ces gens sont venus en tant qu'envahisseurs brimer les populations et qui continuent à brimer les populations de ses descendants. Vous voyez? Maintenant, les Européens qu'ils restent en France, mais qu'ils ne bénéficient plus jamais des ressources, que ce soit des kémites qui soient en Inde ou en Afrique, qu'ils ne bénéficient plus jamais. Ou s'ils en bénéficient, qu'ils en bénéficient alors au juste prix que ça vaut ces ressources-là. Et pas à moindre coût avec des monnaies qui n'existent pas. Et on verra si l'Européen doit payer vraiment les choses. On verra ce qu'il produit réellement. Et on verra quelle est sa véritable richesse quand il paye au juste prix les choses. Un prix qu'il a lui-même instauré. Un prix qu'il a lui-même instauré.
Et tout le monde comprendra pourquoi nous sortons de ce système, pourquoi au jour d'aujourd'hui il y a ces guerres. Et comprenez la place de notre combat, un combat d'information dans ces guerres. Parce que nous avons aujourd'hui le pouvoir d'influer sur l'opinion publique. Alors si notre message parvient aux autres peuples kémites, comprenez en quoi c'est la base même de notre renaissance. Comprenez que pour l'instant, personne ne veut s'identifier parce que l'Afrique, on vous a dit, c'est un enfant pauvre qui a une grosse tête et qui a un gros ventre et qui est malade et qui est bizarre. Aïe, Bobo. Merci, merci. Franchement, c'était un... Je m'attendais pas à autant. Je m'attendais pas à autant, mais en même temps, ça m'étonne pas venant de toi en même temps. En tout cas, c'est fut un sujet extrêmement intéressant, malheureusement, pour ce qui s'y passe. Et en même temps aussi parce que ça fait partie de notre histoire, hein, comment tu as pu imbriquer les choses, nous faire comprendre les origines de tout cela, parce qu'il y a plusieurs origines, nous mettre en avant comment ce peuple a été fractionné, où on en est aujourd'hui, la situation de l'Inde et du Pakistan aujourd'hui. Et la campagne médiatique nous montre clairement que c'est l'Inde qui agresse le Pakistan et que les pauvres Pakistanais font que se défendre et que l'Inde c'est le méchant, etc. Tandis qu'on ne nous parle pas de tout ce passif, on ne met pas ça en avant. L'apport le rôle de la France, le rôle de l'Angleterre, des États-Unis, tout ça, on n'en parle pas, comme si ça n'existait pas. Et dans nos écoles, on va continuer à éduquer les enfants en leur faisant croire que c'est du tribalisme, etc. Alors que c'est une situation qui date de plusieurs millénaires et que malheureusement, on continue à vivre aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Merci en pile, comme on dit chez moi, merci en pile pour ton temps, pour ton énergie. Ça fait un moment que tu parles, donc faire ce type d'exposé, c'est pas facile. Donc merci beaucoup pour ta lumière et merci aux ancêtres de nous avoir permis d'organiser ce moment-là malgré nos agendas respectifs. Et je le répète encore, grand merci à tous. Matondo, à tous ceux qui sont restés, qui ont tapoté, qui ont partagé le live. Matondo, ma sœur, d'être venue partager ce moment avec nous. Et je vous laisse avec cet dernier épisode et cette chanson qui va arriver. Je pense que c'est une chanson qui est vraiment destinée à nous tous qui sommes loin de chez nous. Et j'espère vous voir très bientôt pour des nouvelles épisodes. Et je vous aime vraiment très 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 fort. Et je suis très contente de tout ce que nous faisons ensemble afin de garder en mémoire tout ce qui se passe au sein de notre communauté. Donc, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville?